deuxième partie donc de ce cours ou ce complément de cours plutôt sur les notions d'électromagnétisme. Alors d'abord, je veux préciser que l'électromagnétisme, c'est un domaine de la physique assez complexe, hein, qui emmène rapidement à des équations dans tous les coins du tableau. Et l'objectif ici, c'est pas de mettre des équations partout, ni de se substituer au prof de physique qui maîtrisera bien mieux que moi les mathématiques associées à l'électromagnétisme. Moi, le but, c'est d'arriver aux notions de circuit magnétique, mais je ne peux pas dissocier ça de l'ensemble des notions d'électromagnétisme. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu dans ce domaine et passer la partie calcul pour arriver au résultat directement. Et je vous laisse, si vous avez besoin d'approfondir, il y a un tas de ressources qui existent sur Internet et qui sont beaucoup mieux, enfin, qui sont très bien faites et qui ne nécessitent pas finalement une relecture ou de refaire la même chose. Moi, voilà, l'objectif, c'est les circuits magnétiques, hein, et les champs magnétiques dans l'optique des machines électrotechniques, les moteurs, les transformateurs, les bobinages, etc. Comment ça fonctionne tout ça. Donc, on va essayer de voir déjà comment est-ce qu'on peut essayer d'associer toutes ces notions et quelques principes d'électromagnétisme. Alors, dans un premier temps, on a une vision qui n'est pas la seule vision, qui est que I crée un champ H qui crée un champ B. Alors, c'est un petit peu comme de dire que I crée une tension ou une différence de potentiel. Est-ce que c'est I qui crée la différence de potentiel ou la différence de potentiel qui crée I? Vous voyez, ça, c'est pas très simple. En réalité, c'est souvent réversible, hein, mais on peut, donc quand on a souvent des circuits magnétiques, ben on va créer un champ magnétique à l'aide d'un courant I. Et il y a une notion intermédiaire, le champ magnétique, donc CB, qui est le champ H, qui n'est pas toujours abordé, puisqu'il y a une relation simple dans le vide entre H et B, et donc on peut passer directement de I au champ magnétique. Moi, personnellement, je n'aime pas trop cette vision, je trouve qu'elle est incomplète, je ne sais pas si elle est réelle. En tout cas, dans ma façon de voir les choses, je vois cette avance, on passe de I, on a une excitation magnétique et on a un champ magnétique. Alors le champ magnétique, il s'exprime en Tesla, et le champ B, le champ H s'exprime en ampères par mètre, hein. On verra un petit peu les équations qui régissent tout ça. Alors, il y a deux visions du phénomène finalement, ou plutôt deux vocabulaires sur les champs H et B. On a la vision de nos amis anglais qui considèrent que H, c'est le champ magnétique et que B, donc, c'est l'induction magnétique, hein. Donc, c'est ce qui est induit par le champ magnétique. Et on a la vision en France où on va dire que H est un champ inducteur, l'excitation magnétique, et que B est le champ magnétique. Alors vous voyez que ces deux terminologies ne sont pas identiques, elles partent du même principe. On a un champ inducteur qui produit un champ magnétique et on a un champ magnétique qui produit une induction magnétique. Voilà. Alors, moi, je vais garder le vocabulaire de mes études, hein, voilà, mais quand on est dans la littérature, il faut être bien précis sur les notations utilisées, sur les noms utilisés, parce qu'on peut avoir ces notions qui se mélangent un petit peu. Donc moi, je parlerai d'un champ inducteur, ou plus souvent d'une excitation magnétique, et B, le champ magnétique. Alors l'objectif en général d'une étude, pour ce qui est de l'électrotechnique, c'est de déterminer B ou le flux magnétique dans un circuit magnétique. C'est ça un petit peu l'objectif, parce qu'on verra que B, c'est la grandeur qui va déterminer souvent, qu'il faudra regarder, qui permettra un dimensionnement de notre circuit magnétique. Alors, il y a deux principaux types de circuits magnétiques, hein. Il y a les circuits magnétiques avec entrefer qui permettent de faire des bobinages, des bobines avec entrefer. Alors, il faut bien préciser parce qu'on a des bobines sans entrefer ou à vide. C'est ce que je vais voir juste après en termes d'introduction aux circuits magnétiques, qui servent au stockage d'énergie, hein, par exemple, où l'énergie est stockée dans l'entrefer, elle est proportionnelle à B carré. Donc, on voit l'intérêt quelque part de réfléchir sur B.
Et on a des circuits sans entrefer, qui sont essentiellement les transformateurs, qui servent à de la transmission de puissance électrique, et on a une FEM induite qui vaut moins n déφis sur dt, par exemple. Voilà. Donc on utilisera ça là, hein, je balance pas les choses comme ça sans plus à parler. Je reviendrai précisément donc sur une prochaine vidéo où on verra donc les circuits magnétiques avec entrefer, et on verra ensuite les circuits magnétiques sans entrefer, les transformateurs, donc qu'on regardera ensemble. Alors, il est important de se questionner sur la relation entre B et H. On a une relation qui est généralement exprimée simplement, qui peut être que B égale mu H. Hein. Mu, c'est une constante qui dépend du matériau, et en réalité, c'est une relation complexe. Hein. Mu, c'est ce qu'on appelle la perméabilité absolue du matériau. On va considérer une valeur de mu qui est la perméabilité magnétique absolue du vide, et cette valeur est donnée, c'est mu0, c'est 4π10-7. Alors l'unité, c'est des kilogrammes, mètres, par ampère carré, par seconde carré. Ça, c'est mu0 exprimé dans le système international MKSI, le système international d'unités. On peut l'exprimer, on le voit exprimé dans des unités plus simples quand même, le Tesla mètre par ampère, mais là, on n'est plus dans des unités du système international d'unités, puisqu'on utilise le Tesla. Bon, on ne met pas toutes nos unités hein, dans le système SI. L'ohm, par exemple, le volt sont des unités que l'on peut exprimer dans le système international d'unités, mais il est bien plus pratique, on l'avait vu, hein, d'exprimer l'ohm, de parler d'ohm plutôt que de parler d'une, je me souviens jamais, d'exprimer l'ohm en kilogrammes, etc., ampères, mètres, etc. On peut aussi le voir, c'est pareil, en henry par mètre, hein, donc on pourrait montrer d'ailleurs que ces deux unités sont équivalentes, et si on travaille tout ça, on arrive au kilogramme, mètre, ampère carré moins 2, ampère seconde moins 2. Voilà. On a la notion mu-r qui est la perméabilité relative du matériau, avec tout simplement le fait que mu-r, c'est mu, la perméabilité du matériau, divisé par mu0. Ça permet en fait de relativiser la valeur de mu par rapport au vide. Or, souvent, effectivement, on a toujours un circuit magnétique, hein, il y a toujours du vide ou l'air. Il faut savoir que la perméabilité de l'air ou du vide sont extrêmement proches. On met toujours mu0 pour l'air, voilà. Et donc, on utilise la notion de perméabilité relative. Du coup, mu-r est sans dimension, et on a immédiatement que mu, hein, c'est mu-r, mu0. Hein, donc, voilà. C'est donc mu-r un nombre sans dimension. Alors, regardons un petit peu ce qu'on peut avoir. Donc, on va mettre la relation entre B et H sur une courbe, hein, sur un graphe qui va exprimer B en fonction de H. Alors, si on fait pour l'air, on va avoir, au fur et à mesure que H augmente, que l'excitation magnétique augmente, on aura donc un champ magnétique qui va augmenter. Par contre, pour un fer, mu0, mu-r, pour du fer par exemple, on aura une pente bien plus élevée, puisque on aura une centaine de fois plus, hein, en ordre de grandeur. La perméabilité relative du fer, c'est une centaine de fois. Voilà. Ça dépend de l'alliage, ça dépend de différents paramètres. En réalité, la relation entre B et H est extrêmement complexe et dépend d'un tas de types de matériaux, où on va avoir bien souvent des cycles d'hystérésis, c'est-à-dire que l'orientation magnétique du matériau, donc lorsqu'il est soumis à une excitation magnétique, il y a une espèce de frottement des domaines de Weiss hein, qui sont utilisés, et qui fait que pour deux valeurs de l'excitation magnétique, suivant l'histoire du matériau, on n'aura pas la même valeur de B. Hein. C'est ce qui explique par exemple que quand on crée une excitation magnétique sur un matériau, il reste une aimantation, parce que, vous voyez ici, on n'a plus d'excitation magnétique, mais suivant l'histoire, on est monté jusqu'ici, on a coupé l'excitation magnétique, on revient à 0, mais on revient avec une valeur positive. Si on était ici en valeur négative, on coupe l'excitation magnétique et on revient avec un champ qu'on appelle un champ rémanent, qui n'est pas nul. Hein, ça, c'est ce qui explique qu'on crée un morceau de fer dans lequel on a créé une aimantation. Quand on retire le bobinage I qui a créé l'aimantation, le fer reste légèrement aimanté. On peut créer d'ailleurs l'aimantation avec un aimant, hein, on n'est pas obligé de créer avec un bobinage, mais voilà.
Donc vous voyez qu'il y a plein de matériaux différents, hein, qui ont des propriétés, donc des relations entre B et H qui sont assez complexes et qui ne peuvent pas se réduire à une simple relation B égale mu H, hein. Voilà, donc ça c'est effectivement alors pour l'air c'est bien une droite, hein, il n'y a pas de souci. Pour d'autres matériaux c'est aussi une droite, mais pour des matériaux euh, qui ont des propriétés magnétiques particulières, eh ben, on a des relations complexes. Alors, si on regarde un petit peu le fil infini, donc le fil infini va créer un champ H, hein, et si on utilise notre petit bonhomme d'Ampère, il va nous expliquer qu'en regardant l'aiguille aimantée, hein, l'aiguille aimantée qui va donner le sens de l'excitation magnétique, on a la main gauche qui indique le nord de l'aiguille, hein, et il faut que le bonhomme soit traversé par un courant des pieds vers la tête. Alors, on a aussi la règle des 3 doigts, on a aussi la règle, etc., de la main qui se referme. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va trouver un champ H, hein, si on se place comme ça, on passe notre petit bonhomme, on voit que le champ H va être orienté du sud vers le nord, hein, et voilà. Alors, la physique nous dit que H, c'est I sur 2πr fois U0, hein, ça c'est ce que nous dit la physique, et donc tout simplement, à une distance R du fil, hein, on a un champ qui est perpendiculaire au rayon, hein, qui est donc tangent au cercle, et dont l'intensité est tout simplement I divisé par le périmètre du cercle de rayon R, 2πr. Hein, donc orienté suivant Uθ est perpendiculaire au rayon, hein, quand on pose un petit. Donc immédiatement, on a la valeur de B. B, puisqu'on est dans l'air, il suffit de multiplier par mu0, donc on a un champ magnétique B qui vaut mu0 I sur 2πr. Voilà, tout ça c'est assez simple. Alors c'est la physique, hein, de l'électromagnétisme qui nous donne ces valeurs, hein. Je ne passe pas, là il faut aller travailler un petit peu avec les équations de Maxwell pour sortir tout ça. Alors si je prends mon fil infini et que je rajoute un deuxième fil, I, on comprend tout de suite que je vais avoir 2 I. Hein, alors, si les deux fils sont très proches, on comprend tout de suite que je vais avoir 2 J. Donc un champ H qui va valoir 2 fois I sur 2πr. Je pense que c'est immédiat. Mais finalement, qu'est-ce qui nous empêche de prendre le courant du premier fil, d'aller très loin et de revenir et créer le deuxième courant I? Donc finalement, de prendre le même courant I, mais de le faire passer une deuxième fois dans cette spire virtuelle, hein, c'est l'endroit où on détermine le champ H, et donc avoir 2 fois I avec finalement le même courant. Donc ça nous emmène à la notion d'ampère-tour. C'est extrêmement important de bien comprendre cette notion, puisque finalement, on va non pas avoir 2 I, notre circuit électrique, il est toujours parcouru par I. Par contre, du point de vue de l'influence magnétique au point où on cherche à déterminer H, on a bien 2 I. Donc on aura 2 I ampère-tour quelque part pour un courant qui vaut I. Et ça, c'est le fait que, alors c'est extrêmement pratique parce qu'on arrive avec notre même courant I, suivant le nombre de bobinages qu'on fait, si on fait n tours, on va multiplier l'influence du courant d'un facteur n. Et c'est pour ça que toutes les bobines que vous voyez, on fait du bobinage, parce que finalement, ça nous permet d'avoir un courant, une influence du courant sur le circuit magnétique qui est tout simplement multiplié par un facteur n. Et on a donc un champ d'excitation magnétique qui devient égal à n fois I sur 2πr. Voilà, donc c'est la notion d'ampère-tour que je voulais ici introduire, en même temps que les notions d'excitation magnétique et de champ magnétique. Bien voir que quelque part, on a donc un courant I qui crée une excitation magnétique dans un matériau de perméabilité mu, et on obtient donc un champ qui vaut μh, hein, ici j'ai dit mu0h. Alors un petit mot sur les solénoïdes. Les solénoïdes, donc, ce sont tout simplement des bobinages. Alors on va les étudier un petit peu ici rapidement. On va imaginer qu'on a notre bobinage ici avec n spires, hein, sur une largeur L,
Eh bien, dans la bobine, le champ est suivant l'axe des enroulements, hein, quand on regarde encore une fois la physique. Alors, à condition, hein, je ne sais plus, il faut qu'il y ait une condition entre le rayon et la longueur. Je ne sais plus si c'est un rapport 4 ou 7, mais il y a effectivement une condition, il faut que la longueur soit égale à un certain nombre de fois le diamètre de la bobine pour que cette approximation du champ suivant l'axe des enroulements soit valable. Sinon, effectivement, on voit bien, hein, si on a un petit bobinage, comme on fait le tour ici au niveau des lignes de champ, cette approximation n'est plus vraie. Donc, sous réserve que cette approximation soit vérifiée, hein, ce qui sera le cas quand on dimensionnera nos bobines, on va avoir une excitation magnétique qui vaut tout simplement Ni sur L. Du coup, le champ magnétique, puisqu'on est dans le vide, hein, ça devient mu0 Ni sur L. Encore une fois, la démonstration de cette valeur, hein, soit de H, soit de B, généralement on a le calcul directement sur B, nous permet n'est pas l'objet de ce cours. Alors le flux magnétique dans la bobine, hein, puisqu'on a un champ magnétique constant et uniforme à l'intérieur de la bobine, c'est tout simplement le flux, hein, c'est B fois S. Hein. Donc on a tout simplement mu0 Ni sur L, on retrouve hein, ici donc le champ B et on a fois S. Voilà. Si on fait le calcul de notre inductance de la bobine. Donc il faut savoir que par définition, l'inductance, c'est ce qui relie le flux lambda vu par l'inductance AI. Alors attention, ici on a deux flux. On a le flux qui est à l'intérieur de la bobine et le flux qui est vu par l'inductance et qui n'est pas exactement le même. Et donc on écrit que lambda, c'est Li. Dans la bobine, le flux, c'est n fois phi, puisque une spire voit le flux phi dans la bobine, mais si je fais une deuxième spire, à ce moment-là, je vois deux fois le flux, et en fait, la bobine, comme elle a n spires, elle voit n fois phi. Alors, une fois qu'on a écrit tout ça, qu'on a écrit que le flux, ici, il vaut mu0 Ni sur S, qu'on a lambda qui vaut n phi, et lambda qui vaut Li, quand on triture tout ça, on obtient la valeur de notre inductance qui vaut donc mu0 n carré S sur L. Alors ça, ce sont deux résultats qu'on a obtenus, hein, qui sont des résultats de la physique, qui est plutôt un résultat de physique. Hein. On peut prendre la même chose avec un noyau de fer, donc à ce moment-là, c'est pas très très différent, puisqu'on a toujours notre excitation magnétique qui vaut Ni sur L. Et donc, si la perméabilité du fer, c'est mu R, à ce moment-là, on va avoir B qui vaut mu R, mu0, Ni. Donc, on a simplement rajouté le terme mu R pour prendre en compte que le milieu à l'intérieur du champ où se situe l'excitation magnétique est différent. Et on arrive à un flux qui vaut mu0, mu R, mu0, Ni, et une inductance qui vaut donc mu R, mu0, N carré sur S. On voit que le simple fait de rajouter la perméabilité d'un noyau de fer, par exemple, encore une fois, il y a quelques centaines de fois plus par rapport au vide, on augmente tout de suite la valeur de l'inductance d'un facteur avec 2 zéros de plus, quoi, avec d'un facteur 100 sans problème. Voilà, donc ça c'était la petite partie introduction au bobinage, introduction au flux dans une bobine. Hein. Bien voir que le flux vu par une bobine, ça dépend du nombre de spires, donc c'est n fois le flux qu'il y a dans les spires de la bobine, hein, puisque j'ai n spires, et donc bien voir cette distinction entre le flux phi et celui qu'on appelle le flux lambda, qui est le flux vu par la bobine. Hein. Je reviendrai sur ces notions quand on parlera de circuit magnétique. Donc la prochaine vidéo, là, c'était plutôt de la physique, ou je dirais plutôt des résultats de la physique. La prochaine vidéo parlera plus précisément de circuit magnétique.